Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Tendance, rendez-vous, business, spectacle, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale est dans Paris est à vous. Et ce qui va animer la porte de Versailles, en tout cas le parc des expositions de la porte de Versailles à partir de demain, c'est la foire de Paris. Jusqu'au 11 mai, elle rassemble plus de 3500 marques et exposants sur près de 200 000 mètres carrés. Elle fête cette année ses 110 ans et plus que jamais, elle veut mettre à l'honneur l'innovation, un beau tremplin donc pour les nouveaux produits. Pour autant, cela ne suffit pas. Mode d'emploi pour se lancer avec nos invités. Talia Mouracadé, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Bagoto. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit tout à l'heure. Clément Cellier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Giminis, des insectes comestibles pour l'apéritif. Valérie Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable commerciale chez Bang & Olufsen, grande marque bien connue d'audio et high-tech. C'est bien vidéo, ça exactement. Et vidéo. Et avec nous également Julie Allaire, bonjour. Bonjour. Conseil en propriété industrielle agréé auprès de l'INPI, donc l'Institut national de la propriété industrielle. Talia Mouracadé, Bagoto, pourquoi vous êtes présent à la foire de Paris ? D'un mot, Bagoto, c'est un petit sac poubelle pour la voiture. Exactement. Vous allez nous expliquer plus en avant après ce que c'est. Mais pourquoi, pour vous, c'est important d'être présent à la foire de Paris ? Parce que c'est une énorme fenêtre. Ça nous permet vraiment de rencontrer tout type de personnes, tout type de catégories socio-professionnelles, tout type de culture. L'année dernière, nous avons été exposés au pavillon des démonstrateurs, donc parmi les éplucheurs de légumes, parmi le balai-brosse qui fait des miracles. Et cette année, nous sommes plutôt dans le pavillon mode et accessoires et très très heureux de participer à nouveau parce que ça nous a permis de rencontrer beaucoup de gens et des professionnels également. On fait des ventes sur la foire de Paris ? On fait des ventes, bien sûr. Et nous avons évidemment fait énormément de ventes parce que nous avons le produit le moins cher de la foire puisqu'il est à 1 euro. Oui, mais ça c'est facile aussi. Alors expliquez-nous, Bagoto, c'est un sac poubelle de voiture. Poubelle, en fait. Oui, c'est une petite poubelle de voiture réutilisable qu'on place sur le levier de vitesse, plutôt côté passager pour éviter de gêner le conducteur. Et c'est surtout une poubelle réutilisable. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté, c'est qu'on vide et on jette et on réutilise très très longtemps cette petite poubelle qui est faite en tissu non tissé, mais également en fibre de bambou complètement biodégradable et compostable. Ça ressemble davantage à un bavoir qu'à un sac poubelle d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors ça a ces formes un petit peu ludiques, des épaules totalement inégales, avec une fleur avec 3 pétales en moins, tout ce qui est imparfait, un peu comme la vie. On voit qu'il y a un côté esthétique aussi qui Oui, est tout à très fait, important. tout à fait. Les couleurs, possible support publicitaire. Exactement, aussi. ça c'est le deuxième. Alors ça c'est la stratégie commerciale que nous avons développée, une stratégie donc en B2C, donc accessible au public par le biais de notre site, notre boutique en ligne, mais bientôt, je l'espère, parce qu'on fait une opération de test dans un hypermarché qui va, j'espère, se généraliser. C'est aussi un support publicitaire novateur, puisqu'il permet une très grande visibilité du message que l'annonceur voudrait passer. Voilà, donc ça, c'est Bagoto. Vous en êtes à votre deuxième participation Exactement. à la foire de Paris. Giminis, première gamme française d'insectes d'apéritifs assaisonnés et prêts à manger. Je ne sais pas si je me lancerai tout à l'heure. En tout cas, c'est ce que vous avez dans vos petites boîtes. Le criquet, le molitor, etc. Au soja, curry, fruité. Vous êtes présent sur la foire de Paris. C'est la première fois ? C'est notre première fois, effectivement. Et pourquoi vous avez fait ce choix ? Parce que j'imagine que ça coûte de l'argent aussi d'aller sur la foire de Paris. Alors oui, en fait, ça coûte de l'argent déjà d'un point de vue investissement personnel et humain, puisqu'il faut mettre quand même des personnes pendant 12 jours sur un stand. Pour une start-up, c'est pas forcément évident. Mais alors nous, pourquoi on a fait cette expérience ? C'est avant tout parce que effectivement c'est une super vitrine pour Giminis, pour notre équipe, pour nos produits également, parce qu'effectivement les insectes comestibles c'est pas encore tout à fait normal, naturel pour les Français. Donc là on va directement avoir un contact et pouvoir faire goûter nos produits à plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc effectivement très belle opération pour nous. Donc c'est auprès des consommateurs, mais est-ce que vous imaginez aussi faire des rencontres professionnelles ? Bien sûr. Parce que j'imagine que vous avez besoin de vous développer. Bien sûr. Aujourd'hui, besoin
financier. Est-ce que vous attendez ça aussi de la Foire de Paris? Bien sûr, tout à fait. Alors nous, on a déjà fait quelques salons et à chaque fois, c'est vrai que c'est des rencontres professionnelles avec aussi des particuliers, mais évidemment, les professionnels peuvent directement avoir accès à nous. Donc c'est des échanges de cartes, je veux dire des échanges de visibilité éventuellement dans un futur proche ou lointain, mais également des distributeurs potentiellement pour nous. Donc ça, c'est déjà fait et j'espère que ça se refera cette année, bien entendu. Parce qu'effectivement, il y a le côté commercialisation. Talia Mourakadé, est-ce que ça vous a ouvert des portes? Complètement. Complètement. On a rencontré un potentiel annonceur très très important, puisque c'est un constructeur automobile que je ne peux pas citer, par superstition surtout, et plein d'autres annonceurs. D'ailleurs, d'autres foires nous ont demandé des bagotos pour leur propre foire. La foire de Montluçon, par exemple, nous a demandé des bagotos pour offrir à toutes les femmes qui visitaient le jour de la femme leur foire. Ils ont offert des milliers de bagotos aux femmes. Alors, on rappelle, à la Foire de Paris, c'est là qu'ont été lancés, par exemple, le mouchoir en papier, le stylo à billes, le four électrique, la tondeuse à gazon, l'aspirateur ou les verres de contact. Donc, on peut imaginer que vous rentrerez ensuite dans l'histoire. Valérie Guérin, chez Bang & Olufsen, on comprend bien pour ces startups l'intérêt d'être sur les foires, même si parfois on ne se rend pas compte en tant que consommateur et qu'on ne fait pas partie du réseau professionnel de l'importance pour d'être présent sur ces foires. Mais quand on est une marque installée comme Bang & Olufsen, quel est l'intérêt précis d'être sur la Foire de Paris? Les foires en général, c'est une vitrine supplémentaire par rapport à un réseau de distribution. C'est une manière de nous montrer différemment que dans nos points de vente habituels. Et puis, c'est aussi d'être sur cette innovation, sur présenter donc un nouveau produit, une nouvelle enceinte qui n'a plus besoin de fil. Et donc, c'est aussi dans ce domaine de l'innovation d'être présent. Est-ce que la Foire de Paris est vraiment reconnue pour ça, pour présenter beaucoup de produits innovants? Bien sûr, pour mettre l'accent sur l'innovation. Bien sûr qu'il y en a d'autres, évidemment, mais c'est pour rencontrer aussi un plus large public et puis montrer effectivement, parmi d'autres très belles autres marques, que nous parlons à tous, avec une gamme très éclectique et avec de nombreux produits interconnectés qui peuvent rencontrer vraiment un public à la fois à Paris et dans nos magasins. Alors Clémence Cellier, finalement, vous le disiez, au-delà du financement, vous le disiez, la Foire de Paris, c'est un point important pour se faire connaître, pour faire des rencontres professionnelles, mais avant d'en arriver là, il faut avoir quelque chose à présenter. Bien sûr. Et donc ça, c'est plus compliqué, et j'aimerais voir avec vous, une fois qu'on a l'idée, on se dit, bah voilà, les insectes, de plus en plus de personnes en mangent. Nous, on pense qu'on peut faire quelque chose. Une fois qu'on a l'idée de mettre ces insectes en apéritif, comment ça se passe? Vers qui on se dirige? Quelles sont les premières démarches? J'aimerais comprendre comment on sort un produit innovant aujourd'hui. Alors déjà, je tiens à rappeler que l'innovation, c'est pas forcément effectivement de l'innovation technologique, des objets connectés ou de la biotechnologie. Nous, par exemple, ces petites boîtes, finalement, c'est de l'innovation d'idées. C'est de l'innovation de marché, etc. Donc, quand on a une idée, le plus difficile, effectivement, c'est de la protéger, parce qu'une idée, ça se protège pas. Tout simplement. C'est ce qu'on a appris d'ailleurs avec Julie, qu'on a vu tout au début, avec l'INPI d'ailleurs. Donc il faut créer, on va dire, des barrières pour protéger toute cette idée. Et donc ça va passer par un dépôt de marque éventuellement, ça va passer par une recette qu'on va protéger, donc qu'on ne va pas divulguer, ça va passer par tout un arsenal, on va dire, de protection intellectuelle, industrielle, etc., qu'on va mettre en place petit à petit. Et nous, c'est comme ça finalement qu'on a réussi à protéger Jiminy's et finalement le faire grandir et vraiment mettre des barrières pour nos concurrents. Alors ça, c'est important ce que vous venez de dire. Donc Julie Allaire, vous êtes conseillère en propriété industrielle. Une idée, ça ne se protège pas. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut protéger? Les idées sont de libre parcours. Donc ce qu'il est possible de protéger, c'est la matérialisation de l'idée. Le design, une fois qu'il a été concrétisé, peut être protégé et protégeable par le droit d'auteur s'il est original et il exprime la personnalité de son auteur. Mais à côté de ça, vous avez tout un éventail d'outils juridiques pour protéger une idée. Alors, il y a la marque, évidemment. Il y a le dessin modèle, lorsque c'est un logo. C'est en 2 dimensions, en 3 dimensions. Et parfois, c'est aussi le brevet, parce qu'il y a un aspect technologique, qui est protégeable, à condition, bien sûr, de remplir certaines conditions de nouveauté.
Et là, par exemple, dans la problématique... Pour Geminis. Voilà, Geminis, c'était surtout une problématique de marque, parce qu'après, l'idée de manger des insectes, le concept en lui-même n'est pas protégeable. N'est pas révolutionnaire. Voilà, n'est pas révolutionnaire, ça se fait depuis la nuit des temps. Le conditionnement est protégeable. Après, il y a tout un merchandising. Mais pourquoi c'est important, je vous pose la question à tous les trois, finalement, même à tous, pourquoi c'est si important de se protéger? Vous dites avant même de chercher à produire et à commercialiser, je protège. C'est en fait la notion de monopole. Un produit est intéressant et a une valeur marchande s'il a un monopole et si son titulaire peut empêcher les autres de faire quelque chose de proche ou d'identique. Sinon, tout le monde prendrait la facilité de regarder ce que fait son voisin et le copierait à moindre frais. Mais en même temps, il y a plein de choses qui se ressemblent aujourd'hui sur le marché. Pas tant que ça, pas tant que ça. Après, c'est toute la démarche aussi, une fois qu'on a acquis des droits, de les exploiter et de les protéger avec des démarches juridiques, en étant main dans la main avec soit son avocat, son conseiller en propriété industrielle et aussi voilà, en étant vigilant sur les réseaux sociaux, Internet. Il y a toute une veille finalement. C'est une veille au quotidien. Talia Mourakadé, vous êtes passée aussi, j'imagine, par cette idée de la protection. Oui, absolument. C'était assez rapide. Alors vous, votre idée, en tout cas votre objet, il a pu être protégé. Alors l'objet en lui a été protégé par le dessin et modèle. Oui. La marque surtout, parce que ce qui est innovant dans ce projet, comme pour vous, ce n'est pas tellement le sac poubelle, puisqu'un sac poubelle existe, a priori, même pour la voiture. C'est la façon de le faire. Non, c'est le fait que ce soit réutilisable et surtout le fait de lui avoir donné une marque. Parce qu'un sac porte aujourd'hui, ce sac porte un nom et c'est presque devenu un nom commun. Aujourd'hui, est-ce que j'aimerais bien avoir mon bagoto, je voudrais personnaliser le bagoto X avec une marque X, donc c'est devenu presque un nom commun. Et puis ce qui est un tout petit peu innovant, c'est que vraiment c'est un outil de communication, un outil de communication qui est très porteur, remarqué, beaucoup plus visible qu'un post-it ou parce qu'il est dans le deuxième lieu de vie de voilà, qui est dans l'automobile. Alors vous l'avez dit, c'est important le nom. J'imagine que même chez Bang & Olufsen, on se pose la question aussi quand on lance un nouveau produit. À chaque fois, il faut lui donner un nom et ce nom on dépose et ce nom il est important. Absolument. Et chez Bang & Olufsen, ces noms sont véritablement donc connus à l'avance dans le sens où un système audio s'appellera Beosound, un système vidéo s'appellera Beovision, et donc on a effectivement une appellation très précise qui ne peut pas être copiée. Et également en termes de design, bien évidemment, nous travaillons avec des designers professionnels qui sont en freelance et avec lesquels effectivement on dépose très rapidement bien sûr les dessins, les croquis de ces systèmes audio, vidéo, acoustiques. Et tout est déposé. Bien sûr, tout est déposé. Ça n'empêche que parfois on peut se faire piquer de très bonnes idées. Vous savez, une petite roue à molette qui est extrêmement connue dans le monde. Oui. Eh bien, nous avons été un des inventeurs de ce système-là. Et voilà, mais certains sont allés plus vite, ou voilà, où il y a des choses qui se passent en parallèle. Exactement. Et voilà, et parfois c'est un peu le jeu. Alors Clémence Hélie, donc on protège, ça c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est la commercialisation, c'est d'abord se faire connaître. C'est la production, c'est d'abord se faire connaître. On va dire que ça va aller de pair. Nous, ça a été assez long et fastidieux parce qu'on était effectivement sur un produit qui n'existait pas vraiment en France. Donc on a travaillé avec des laboratoires de formulation agroalimentaire pour développer les recettes, etc., les procédés. Ensuite, il a fallu trouver de l'argent, des fonds. Donc on a fait une campagne de financement participatif, on a emprunté, on a fait une levée de fonds, etc. Donc tout ça, ça a été assez long, en parallèle évidemment, parce qu'on est plusieurs et qu'il faut bien avancer. Avec Bastien, mon associé, on a commencé vraiment à travailler sur l'identité de marque, le logo, l'achat de graphique, le packaging, etc. Et la communication, donc comment on communique, sous quel axe. On entend depuis des années que les insectes vont sauver le monde en 2050 parce qu'on sera 9 milliards sur Terre. Mais nous, on estime qu'il ne suffira pas juste d'appuyer sur un bouton pour que les gens se mettent à en manger. Mais à quel moment on lance la production ?
À quel moment on lance la production? Dès qu'on peut, en fait. Parce que la production, elle se lance à partir du moment où vous allez avoir, entre guillemets, des commandes, etc. Ou en amont, ou, enfin, je veux dire, le crowdfunding, par exemple, le financement participatif. Ça change un peu la donne. Ça change un peu la donne parce qu'effectivement, ça nous a permis de commencer à vendre nos produits avant même de les produire. Donc, ça nous a laissé, on va dire, un délai de 2 mois. Un laps de temps, et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Tout à fait. Chez Bagoto, à quel moment vous vous êtes lancé dans la production? Tout de suite. On a étudié le projet longtemps, et puis on a tout de suite mis 2 prototypes, un noir et un blanc, en route. On l'a testé un petit peu partout. Nous avons même fait des marchés parisiens, celui de l'hôtel de ville. J'ai une carte de marchand ambulant. Voilà, vous étiez bonimenteur, quoi. Exactement. Et on a voulu tester, voir un petit peu comment ça se passait. Et puis la réponse a été tellement positive et enthousiaste qu'on a tout de suite commencé à produire. On a produit beaucoup de stocks, justement, pour pouvoir répondre à tous les niveaux, à des volumes importants, d'ailleurs. Julie, alors ça coûte cher de se protéger? Tout dépend après de l'étendue de la protection que l'on souhaite. Mais par exemple, pour une protection de marque en France, tout dépend si on le fait par soi-même ou si on passe par un conseil. Si on passe par un conseil pour une marque en 3 classes, c'est un peu moins de 500 €. Si on le fait tout seul, c'est la moitié du prix. Après, pour une marque communautaire, vous pouvez compter à peu près dans les... C'est quoi une marque communautaire? Alors, une marque communautaire, c'est en fait un titre unitaire, comme une marque française, mais qui couvre l'intégralité de l'Union européenne, donc les 27 pays de l'Union européenne. Et ça se passe auprès d'un office à Alicante, en Espagne. Et vous pouvez avoir une protection pour... Alors ça se passe par des classes de produits et services. Donc une protection basique, vous avez un budget à peu près de 1100, 1500 €. Voilà. Mais en tout cas, ce que l'on entend des uns et des autres, c'est que c'est obligatoire. Si vous voulez vous lancer quoi que ce soit, il vaut mieux passer par vous. En tout cas, se renseigner sur la protection. C'est tout de même un paramètre très important pour réussir et développer son projet, de passer par une protection de marque. Oui, c'est très important. Pour ensuite d'ailleurs pouvoir établir un plan d'exploitation avec des contrats de licence, éventuellement même obtenir du financement en mettant sa marque en gage. C'est un actif immatériel très important de l'entreprise. On peut mettre sa marque en gage, mais ça sert à quoi? Parce qu'on n'en sera plus propriétaire, si? En fait, c'est tout comme lorsque vous prenez un prêt pour acheter un appartement ou une maison. La banque a un droit réel, inscrit un droit réel sur quelque chose. Et le droit réel, vous pouvez l'inscrire à la fois sur du concret, donc sur de la pierre, mais exactement aussi sur de l'immatériel, sur une marque. D'accord. Voilà, donc ça peut être aussi une assise de financement pour débloquer des fonds. Et voilà, c'est un outil formidable. Talia Mourakadé, vous disiez oui, ça coûte un peu cher quand même quand on se lance. Oui. Ceci dit, une fois que c'est fait, effectivement, comme vous disiez, on a une sorte de monopole. Est-ce que maintenant, ça fait donc, plusieurs années que vous existez? Ça fait 2 ans? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi que vous existez. Est-ce que vous avez vu la concurrence essayer de... Oui, déjà. Ça y est, déjà? C'est peut-être la rançon de la gloire, je ne sais pas. Mais ça commence, oui, ça commence. On voit des imitations assez flagrantes. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de lutter contre ça parce que j'ai vraiment d'autres choses à développer. Et bon, c'est un risque que nous prenons. D'accord, donc on n'est pas obligé d'attaquer direct quand on voit des gens qui essayent de surfer sur notre bonne idée. Vous savez, il suffit de changer un tout petit peu le modèle et de ne pas mettre ce nom-là pour que ce soit possible. On peut pas déposer un concept. Nous, on peut toujours déposer sous enveloppe sous l'eau, je pense, une idée et la protéger pour l'ancienneté. Et puis les médias vous donnent une ancienneté au produit, mais vous ne pouvez pas vraiment vous protéger. Julie Allaire. Oui, alors au-delà de la protection par les titres, donc dessin modèle, marque, nom de domaine, brevet, il y a également aussi la protection dite de droit commun, de la responsabilité civile, via les actions en parasitisme, en concurrence déloyale. Donc parfois, lorsque la marque n'est pas vraiment reprise, mais on est à la marge, on peut tout de même, malgré tout, tirer argument de la situation et dire... Mais on peut s'engager aussi dans des longues procédures, donc il faut peser le pour et le contre. Tout dépend, il faut peser le pour, le contre, il y a le précontentieux, on peut envoyer des lettres de mise en demeure, éventuellement faire des transactions, on n'a pas toujours besoin d'aller jusqu'au procès, il y a toujours matière des fois à discussion et à faire stopper. Il y a arrangement. Voilà. Clément Cellier du Ministre a fait des adeptes. Bah oui,
puisque je suis là. Ouais, j'imagine. Mais en tout cas, est-ce que l'idée des insectes et des insectes apéritifs, est-ce que vous avez déjà vu des petits malins qui se sont engouffrés dans la brèche? Oui, bien sûr, mais c'est normal. Je veux dire, ça prouve qu'il y a un potentiel de marché, et je veux dire, tant mieux. La concurrence, c'est pas toujours mauvais, c'est pas toujours les méchants qui viennent copier l'idée, hein. Je veux dire, ça peut dynamiser un marché. On voit tous les marchés les plus concurrentiels sont aujourd'hui ceux qui sont le plus dynamiques, avec le plus d'innovation, le plus de clients finalement aujourd'hui. Donc, nous, on n'est pas du tout effrayés par ça. On estime qu'on a su capter une partie du marché potentiel qu'on exploite aujourd'hui. Après, c'est tout nouveau. Donc Bien forcément, sûr. ça va prendre un petit peu de temps. Valérie Guérin, je vous vois opiner du chef. J'allais rebondir effectivement là-dessus en disant que l'alternative aussi, c'est de continuer à investir. Et par exemple, même dans des temps difficiles, le groupe Banglusen investit 15% en recherche et développement, ce qui est absolument énorme quand on connaît les ratios de 5 à 7 en moyenne. Donc c'est de continuer en permanence à investir effectivement dans des brevets, dans des technologies, dans des designs, pour avancer et pas seulement effectivement regarder ce qui peut aussi s'inspirer de ce que l'on fait. Pour garder la longueur d'avance finalement. Exactement. C'est un petit peu ça, c'est ce que vous disiez juste à l'instant, la saine concurrence. Allez, justement, on va terminer, Clément Cellier. On vous retrouve où à la Foire de Paris? Alors, Parce que c'est grand, hein, je disais 200 000 mètres carrés. à donc l'espace pour vous trouver. vin et gastronomie. Ah bah, Donc, évidemment. avec grand plaisir, on vous accueillera. Et ben voilà, c'est là que vous retrouverez Jiminy's. Talia Mourakadé, vous nous disiez? Nous serons au pavillon 2.1, qui est le pavillon mode et accessoires, au stand 12. Et nous animons d'ailleurs à côté, dans un tout petit stand séparé, des petits ateliers pour enfants, les mercredis et dimanches. Pour apprendre à bien mettre ses choses dans la poubelle? Non, mais pas du tout, pas du tout. Même s'ils ont bien appris ça, non, ils vont personnaliser les bagotos. Donc, on va leur offrir des bagotos blancs. Ils vont personnaliser avec des feutres. Ils seront bien encadrés et Voilà. ils offriront les bagotos. À découvrir, vous poussez le concept jusqu'au Exactement. bout. Valérie Guérin, Bang & Olufsen, sur... Nous aurons un stand dans le domaine son et image, je crois que c'est dans le hall 7.3, et puis sur l'innovation également. Nous aurons donc en présentation une Et oui, parce qu'il y a le paire Grand d'enceintes. Prix de l'innovation, Exactement. justement, à suivre aussi à la Foire de Paris. Julie Allaire, merci également à vous, conseil en propriété industrielle. Merci à tous les quatre. On rappelle donc la Foire de Paris qui ouvre demain, Parc des Expositions de la Porte de Versailles, et jusqu'au 11 mai. Merci beaucoup à tous les quatre. Restez avec nous après un nouveau journal. Paris est à vous. Continue sur BFM Business. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.